Mon esprit rationnel refusait d'accepter ce que je voyais, mais je ne pouvais pas ignorer l'évidence sous mes yeux. Cela s'est passé dans les années 90. Ma tante, mon oncle et mes cousins vivaient dans une grande maison au pied d'une montagne. Ils étaient allemands mais vivaient aux États-Unis. Leur maison était magnifique. Après y avoir vécu environ 1 an, ils ont commencé à remarquer que de petits objets disparaissaient et réapparaissaient, et que les meubles de leur salon étaient déplacés pendant qu'ils dormaient, de sorte qu'ils se réveillaient pour découvrir des surprises. La table de la salle à manger entière pouvait être déplacée, ou leurs fauteuils orientés différemment, etc. Ils trouvaient cela amusant et n'étaient pas effrayés par la possibilité que ce soit paranormal. Peu de temps après, ils ont commencé à voir de petites personnes habillées comme des nains de jardin. Ma famille prévoyait de rendre visite à ma tante, donc nous avions été avertis de ces activités, mais cela n'avait rien de sinistre, et honnêtement, cela semblait incroyable, donc nous n'en avions pas peur. Mes parents étaient convaincus que c'était de la fiction. Quoi qu'il en soit, nous sommes allés leur rendre visite et j'ai vécu ce qu'ils nous avaient raconté. À 3 reprises, j'ai vu un petit gnome courir au coin d'un couloir devant moi. Et quand je dis gnome, je veux dire un vrai nain de jardin. Il ressemblait à de petits hommes trapus, avec des bretelles et de petits chapeaux pointus. En raison de leur apparence de dessin animé, c'était divertissant pour moi en tant qu'enfant et jamais effrayant. J'ai essayé de les poursuivre quand je les voyais, et l'un d'eux a descendu les escaliers vers la chambre de mon cousin au sous-sol, mais il a disparu quand je suis arrivé dans la pièce. Un autre, je suis parvenu à le suivre à travers 2 coins, mais encore une fois, il s'est volatilisé alors que j'espérais le rattraper. Ma sœur, lors de cette même visite, est entrée dans la cuisine un après-midi et a vu l'un d'eux assis sur le comptoir, les jambes pendantes et se balançant d'une manière qu'elle a décrite comme espiègle. Puis, quand il a remarqué qu'elle l'avait vu, le gnome s'est figé comme une statue. Elle n'a pas osé s'approcher, mais elle a quitté la cuisine parce qu'elle se sentait mal à l'aise que celui-ci n'ait pas fui comme les autres, et elle a demandé à ma mère de revenir avec elle pour vérifier, mais il avait disparu entre-temps. Elle a décrit le gnome de la cuisine de la même manière. Il était habillé de manière cartoonesque avec des bretelles, de petites bottes noires aux pieds, une barbe blanche et un chapeau vert pointu. Avant notre départ, nous sommes tous allés nager dans leur piscine à l'arrière. Il y avait un grand amas de rochers dans leur jardin, et plusieurs fois, nous, les enfants, avons vu 1 ou 2 gnomes jeter un coup d'œil derrière un rocher, comme s'ils nous espionnaient mais ne voulaient pas être vus. Nous avons éclaboussé de l'eau dans leur direction, et ils se sont éclipsés. Ce sont les seules apparitions dont je me souvienne, mais ma tante et mes cousins les ont vus bien plus souvent au cours de leur séjour dans cette maison. Pour apporter quelques détails supplémentaires et répondre à certaines questions éventuelles, permettez-moi de préciser certaines choses. Ces gnomes étaient vus à la fois par les enfants et les adultes, et ils étaient toujours décrits de la même manière que je l'ai fait ici, ressemblant à des nains de jardin avec de petits vêtements. Ils semblaient tous être des mâles, car ils avaient des barbes. Ils mesuraient environ 30 cm de haut. Ils ne dégageaient aucune énergie sinistre ou maléfique. Ma tante les décrivait toujours comme étant curieux et espiègles, voulant simplement que nous sachions qu'ils étaient là. Personne n'a jamais réussi à en attraper un, et c'était bien avant l'ère des téléphones portables, donc non, ils n'ont pas été capturés en vidéo. Je suppose qu'il n'y a aucun moyen de prouver que c'était eux qui déplaçaient les meubles de ma tante, mais elle a toujours supposé que c'était leur manière de jouer, et elle était assez convaincue que les gnomes et les meubles déplacés étaient liés. Non, ma tante n'avait pas de décoration de gnomes dans son jardin, donc ce n'était pas comme si ceux-ci avaient pris vie, ils semblaient être vivants par eux-mêmes. Je ne sais pas où ils disparaissaient quand je les poursuivais, ils disparaissaient simplement derrière les coins ou les meubles si quelqu'un les pourchassait. Encore une fois, ils ne dégageaient aucune aura maléfique, mais en tant qu'adulte maintenant, je ne suis plus si sûr qu'ils étaient aussi innocents et purs qu'ils en avaient l'air. Je ne sais pas pourquoi il s'agissait de nains de jardin, mais je me suis toujours demandé si cela avait un lien avec les origines allemandes de ma tante. Je pense que les nains de jardin sont été populaires dans la culture ou le folklore allemand, donc j'ai supposé que c'était la raison pour laquelle il fréquentait sa maison, mais je ne peux vraiment pas en être sûr. Il ne faisait aucun bruit ni ne parlait, il se contentait de bouger. Quand ma tante a déménagé, les gnomes n'ont plus jamais été vus, donc il semble qu'ils étaient attachés à cette propriété d'une manière ou d'une autre. Cependant, il est important de noter que, peu importe où ma tante vivait, elle et mes cousins ont toujours fait l'expérience de certaines formes d'activités surnaturelles.
Je me souviens encore de cette période en Islande, lorsque je travaillais pour une entreprise de construction spécialisée dans le creusement de tunnels à travers les montagnes. C'était un travail ardu, mais fascinant, qui me permettait de m'immerger dans des paysages à couper le souffle, loin des tracas de la vie urbaine. C'est là que j'ai rencontré Anders, un ingénieur norvégien d'une intelligence remarquable. Anders avait une façon unique de résoudre les problèmes complexes qui se posaient sur le chantier, et son esprit analytique faisait de lui une figure respectée parmi nous. Pourtant, il y avait chez lui quelque chose d'insaisissable, une sorte de distance qui laissait supposer qu'il portait un secret dont il hésitait à parler. Un soir, après une longue journée passée à travailler dans les profondeurs de la montagne, nous avons décidé de nous détendre ensemble dans une petite cabane près du chantier. La conversation s'est déroulée naturellement, touchant à divers sujets, des aurores boréales qui dansaient dans le ciel à nos expériences passées. C'est au cours de cette soirée que j'ai découvert le secret qu'Anders gardait pour lui. Ce soir-là, Anders m'a confié une croyance qu'il avait longtemps gardée pour lui, de peur d'être ridiculisé. Il croyait fermement en l'existence des gnomes. Au début, il en parlait avec une sorte de gêne, conscient que cette croyance pourrait paraître ridicule à ceux qui, comme moi, avaient un esprit rationnel. Il a expliqué qu'il ressentait souvent leur présence lorsqu'il se retrouvait seul dans les forêts norvégiennes, qu'il entendait parfois des murmures provenant de sous les rochers. Ce qu'il me disait paraissait absurde, et je n'ai pas pu m'empêcher de douter de son sérieux. Anders m'a également raconté qu'il les avait vus chez lui, en Norvège, une nuit où il était seul dans sa maison isolée. Des bruits étranges l'avaient alerté, et lorsqu'il avait exploré la maison, il avait aperçu de petites ombres se faufiler sous les meubles. Le matin venu, il avait découvert de minuscules empreintes dans la neige, devant sa porte. Cette histoire m'a laissé perplexe. Anders, si rationnel et intelligent, pouvait-il vraiment croire en de telles choses? Quelques semaines plus tard, Anders m'a invité chez lui pour une soirée tranquille. Sa maison, un chalet modeste situé en pleine nature, était entouré de forêts enneigées. La soirée s'est déroulée sans incident, jusqu'à ce que nous entendions un bruit inhabituel venant de la cuisine. En nous dirigeant vers la source du bruit, nous avons découvert quelque chose qui m'a profondément troublé. Le frigo était ouvert, mais la cuisine était vide. La porte donnant sur l'extérieur était également entr'ouverte, laissant entrer un vent glacial. Ce qui m'a le plus frappé, ce sont les petites empreintes que nous avons découvertes dans la neige, juste à l'extérieur. Elles semblaient indiquer que de petits êtres avaient fui la maison après avoir pris quelque chose dans le frigo. Cette découverte a ébranlé mes certitudes. Mon esprit rationnel refusait d'accepter ce que je voyais, mais je ne pouvais pas ignorer l'évidence sous mes yeux. J'ai quitté la maison d'Anders cette nuit-là, en proie à une confusion grandissante. Bien que je sois profondément ancré dans le scepticisme, une part de moi ne pouvait s'empêcher de penser qu'Anders pourrait bien avoir raison. Malgré toutes mes tentatives pour trouver une explication logique à ces événements, les petites empreintes dans la neige et le sentiment étrange qui m'avait envahi cette nuit-là restent gravés dans ma mémoire. Je sais que cela peut sembler idiot, et j'ai des milliers d'autres histoires bien plus faciles à croire que celle-ci, mais c'est celle-ci qui m'a le plus marqué. Alors, voilà ce qui s'est passé quand j'avais 17 ans. Je vis au pied des montagnes des Appalaches. Mon ami et moi étions à une soirée autour d'un feu de camp, et nous rentrions chez nous. Je vous promets que je n'avais pas bu, mais lui oui. J'étais son chauffeur désigné. Il était assis à l'arrière, et je conduisais. La région où nous vivons est un petit comté très dispersé. Pour rentrer chez nous depuis l'endroit où nous étions, il fallait emprunter beaucoup de routes isolées. Ce n'est pas sûr de conduire la nuit à cause des toxicomanes et des animaux qui aiment traverser la route. Juste avant d'arriver chez nous, il y a une colline que nous devons monter. Elle est connue pour être un endroit où les gens abandonnent leurs animaux de compagnie non désirés, et elle n'est pas très sur la nuit. J'étais arrivé en haut de la colline quand j'ai vu quelque chose bouger par la fenêtre à ma droite. J'ai regardé de plus près et j'ai vu ce qui ressemblait beaucoup à un gnome de jardin. Il avait une longue barbe, des vêtements typiques de gnome et une expression très vide sur le visage. J'étais littéralement terrifié, et j'ai arrêté la voiture. Il me fixait tout le temps, et je me suis dit que j'étais tellement fatigué que je voyais des choses. J'ai essayé de réveiller mon ami à l'arrière pour qu'il reste éveillé avec moi, mais il était tellement fatigué et ivre que ça n'aurait pas beaucoup aidé. Le gnome continuait de me fixer sans bouger. J'ai recommencé à conduire,
et j'ai eu la peur de ma vie quand il s'est mis à courir à côté de la voiture exactement à la même vitesse. Chaque fois que j'accélérais, il suivait le rythme. Quand je ralentissais, il faisait de même. Je sais que vous vous demandez pourquoi diable j'ai ralenti, et je n'en ai aucune idée non plus. Mon ami s'est réveillé, probablement parce qu'il allait vomir, et il allait baisser la fenêtre pour prendre un peu d'air frais, quand il a vu le gnome juste à côté de la voiture. Il a paniqué, et moi aussi. J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai descendu la colline aussi vite que possible, mais le gnome suivait toujours notre vitesse. Une fois arrivé en bas de la colline, il a sauté dans les buissons. J'ai emprunté cette colline des milliers de fois avant et après cette expérience, et rien de semblable ne m'est jamais arrivé à nouveau. Je ne sais pas si c'était vraiment un gnome ou non, mais c'est ainsi que mon ami et moi l'appelons. Ma grand-mère a vécu ici toute sa vie et sait que des choses étranges se produisent parfois dans la région, mais elle jure qu'elle n'a jamais vu de gnome. La plupart des gens ne l'ont jamais vu non plus. À l'époque, je travaillais comme agent de sécurité, et c'était un poste de nuit. J'étais assis dans la guérite du complexe, près de la route, avec la porte coulissante en verre ouverte, et j'étais sur le point de m'endormir. Je sais, c'est mal. J'étais dans cet état bizarre où je n'étais ni vraiment endormi, ni vraiment éveillé. J'ai vu quelque chose bouger près d'un lampadaire à environ 12 mètres de moi et j'ai pensé que c'était un animal. Ce n'était pas rare de voir un raton laveur ou un tatou pendant ce poste de nuit. En regardant de plus près, j'ai vu ce qui ressemblait à une petite personne, de dos, en train de fouiller dans quelque chose. J'étais encore en train de traiter ce que je voyais quand cette chose a brusquement tourné la tête et m'a regardé droit dans les yeux. C'était un gnome de jardin. Chapeau rouge, barbe et tout le reste. Je n'ai même pas eu le temps de réaliser ce que je voyais avant que ce foutu petit bonhomme se mette à foncer droit sur moi. Il était rapide. Pour répondre à la question d'un autre commentateur, il faisait une espèce de course en se dandinant, ce qui aurait été assez drôle si ce n'était pas tellement rapide. Quoi qu'il en soit, il a parcouru la distance en environ 2 secondes, et je me suis levé de ma chaise, mais il n'y avait plus rien. Toujours en train de paniquer, j'ai commencé à chercher frénétiquement autour de moi, mais je ne voyais rien bouger, encore moins une créature de conte de fées en colère. Je n'ai pas eu de problème à rester éveillé pour le reste de mon poste. Je ne blâmerai personne de penser que c'était une hallucination due à la somnolence. C'est ce que je croyais moi-même jusqu'à maintenant. Je dirais simplement que je me sentais conscient tout le long et que je n'ai jamais eu l'impression de m'endormir complètement. Je ne sais pas si je me sens validé par le fait que quelqu'un d'autre a vécu une expérience similaire, ou du moins partagé la même hallucination, ou terrifié à l'idée qu'il y a peut-être quelque part un gnome rapide et en colère qui rôde. J'ai toujours rêvé de vivre en pleine nature, loin du tumulte des villes, dans un endroit où je pourrais enfin trouver la paix et la tranquillité. Lorsque j'ai trouvé cette petite maison en plein milieu de la forêt, à des kilomètres du village le plus proche, j'ai su que c'était là que je voulais m'installer. Le voisin le plus proche se trouvait à 1 kilomètre, et l'idée de cette solitude me réconfortait. J'avais toujours aimé l'idée de m'isoler, de vivre en harmonie avec la nature, loin des distractions de la vie moderne. Pour rendre ma nouvelle maison encore plus charmante, j'ai décidé de décorer mon jardin avec des gnomes de jardin. C'était un clin d'œil à ma grand-mère qui en avait plusieurs dans son propre jardin, et j'avais toujours adoré cet aspect un peu fantaisiste. Le Seigneur des Anneaux étant mon film préféré, l'idée d'avoir ces petites créatures magiques autour de ma maison me plaisait énormément. Leur présence ajoutait une touche de magie à mon coin de paradis. Les premières semaines se sont déroulées sans incident. Chaque matin, je sortais sur ma terrasse, profitant de la vue paisible de la forêt environnante, les gnomes de jardin répartis dans des positions stratégiques, ajoutant une touche de couleur à l'étendue verte. Mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Un matin, en sortant pour prendre mon café, j'ai remarqué qu'un des gnomes n'était plus à sa place habituelle. Je l'avais placé près du chemin de pierre qui menait à la maison, mais il se trouvait maintenant à côté du vieil érable, à plusieurs mètres de là. Je n'y ai pas prêté trop d'attention, pensant que peut-être je ne me souvenais tout simplement pas de l'avoir déplacé. Mais les jours suivants, cela a continué. Chaque matin, je découvrais que les gnomes avaient changé de place. Ce n'était pas comme si le vent les avait poussés ou qu'un animal les avait déplacés. Non, c'était comme s'ils s'étaient déplacés tout seuls,
se plaçant de manière presque intentionnelle à différents endroits du jardin. Un gnome que j'avais laissé près de la porte d'entrée se retrouvait le lendemain matin au bord de la forêt, un autre que j'avais mis près des rosiers était maintenant assis sur le banc en pierre. C'était troublant, mais j'ai essayé de me convaincre que je me faisais des idées. Pourtant, au fil des jours, l'inquiétude a commencé à grandir. J'avais installé un système d'alarme dans la maison, et il n'avait jamais été déclenché. Personne n'avait pénétré sur ma propriété, du moins selon les alarmes. Et même si j'avais toujours aimé l'idée des gnomes de jardin, la façon dont ils semblaient se déplacer d'eux-mêmes commençait à me perturber sérieusement. Je me suis demandé si je ne commençais pas à perdre la tête. La solitude, aussi apaisante soit-elle, pouvait-elle me jouer des tours? Ou bien était-ce mon imagination, nourrie par les histoires fantastiques que j'avais toujours aimées? Mais quelque chose au fond de moi refusait de croire que tout cela n'était qu'une illusion. Finalement, j'ai décidé de faire quelque chose pour apaiser mes angoisses. Je prévois d'acheter des caméras de surveillance pour les installer autour du jardin. Peut-être qu'en voyant les enregistrements, je pourrai enfin comprendre ce qui se passe réellement. Peut-être que les caméras révéleront une explication logique à ces étranges mouvements, et que je pourrai retrouver la paix d'esprit que je cherchais en m'installant ici. Mais une part de moi redoute ce que les caméras pourraient capturer. Une collègue d'une amie, qui a maintenant environ 60 ans, m'a raconté une histoire assez incroyable qui lui est arrivée lorsqu'elle avait environ 9 ans. À cet âge-là, elle a eu une crise d'épilepsie très violente, et elle est restée allongée par terre pendant des heures avant que quelqu'un ne la trouve. Elle m'a dit qu'elle était morte durant cette crise et qu'elle avait vu Jésus. Il lui avait dit que ce n'était pas encore son heure et qu'elle devait revenir à la vie. Lorsqu'elle est revenue à elle, son père était à côté de son lit, en train de prier pour elle. Depuis ce jour, elle a acquis une sorte de capacité à voir des choses qu'elle ne pouvait pas voir auparavant. Des années plus tard, elle s'est mariée, a eu des enfants, et mené une vie tout à fait normale. Cependant, il est arrivé un moment où son petit garçon s'est mis à se réveiller en pleine nuit, en pleurs, mais aussi en criant de terreur. Il disait qu'il y avait un petit lutin qui venait l'embêter chaque fois qu'il était seul dans sa chambre. Ce lutin, selon le garçon, était si laid qu'il le terrifiait, et il semblait prendre un malin plaisir à lui faire des grimaces, comme pour le faire peur encore plus. Au début, elle pensait que ce n'était qu'une excuse pour que son fils puisse dormir dans son lit avec elle, et elle n'y prêtait pas vraiment attention. Mais ces crises de terreur nocturne continuaient sans cesse, nuit après nuit, si bien qu'elle a finalement accepté de dormir avec lui pendant un certain temps. Toutefois, il fallait bien qu'il retourne dormir dans sa propre chambre un jour. Elle a alors décidé de déplacer les lits de manière à pouvoir voir sa chambre depuis son propre lit. Un soir, comme d'habitude, le garçon s'est réveillé en hurlant. Cette fois, au lieu de se précipiter à son chevet, elle est restée immobile, observant attentivement la pièce depuis son lit. Elle a alors vu quelque chose de vraiment étrange. À l'intérieur du placard de la chambre, un sac à main se balançait violemment d'un côté à l'autre, comme si quelque chose à l'intérieur le secouait avec force. Et là, elle a enfin aperçu la petite créature. Le lutin était exactement comme son fils l'avait décrit, hideux et effrayant. Elle a décidé de s'approcher discrètement de la chambre, sans faire de bruit, pour surprendre la créature. Quand elle est entrée dans la pièce, le lutin a été pris de court, et elle a enfin pu voir de près à quel point il était repoussant. Mais contrairement à ce qu'elle s'était imaginé, c'est le lutin qui semblait effrayé par elle. Dans un élan de courage, elle s'est mise à lui crier dessus et à l'insulter. Sous l'effet de la peur ou de la surprise, le lutin a alors bondi hors du sac et s'est tout simplement évaporé dans les airs, comme s'il s'était dissous dans le néant. Depuis ce jour, il n'est jamais revenu. Le garçon a enfin pu dormir paisiblement, et cette étrange présence n'a plus jamais troublé leur foyer. Dans les sociétés iroquoises, ces petites créatures sont considérées comme réelles. Leur existence est si profondément ancrée dans la culture que certaines personnes doivent même accomplir des cérémonies en leur honneur. L'une de ces cérémonies est appelée la « danse dans le noir » et, comme son nom l'indique, elle se déroule dans l'obscurité totale. On raconte que, pendant cette cérémonie, il est possible de voir de petites lumières virevolter dans la cuisine ou le salon, là où se tient la cérémonie, comme si ces êtres dansaient en portant des torchets ou des lanternes. Ces créatures sont de deux types, l'une vit près de l'eau,
tandis que l'autre préfère les zones forestières. Elles sont respectées et craintes à la fois, car leur influence peut se manifester de diverses manières dans la vie des humains. Il arrive que certaines personnes souffrent de problèmes de santé que les médecins ne parviennent pas à diagnostiquer. Dans de tels cas, un voyant peut indiquer que la personne est liée à la médecine des petites personnes et que la cérémonie de la danse dans le noir doit être effectuée. Si les symptômes disparaissent après la cérémonie, celle-ci devra être répétée à intervalles réguliers pour le reste de la vie de la personne. Un exemple frappant est celui de ma cousine. Elle avait des problèmes sérieux avec ses mains, qui devenaient déformées, presque comme des griffes, et très douloureuses. Aucun médecin ne pouvait expliquer ce qui lui arrivait. Finalement, un voyant lui a dit qu'elle était liée à cette médecine des petites gens et qu'elle devait participer à la danse dans le noir. Après la cérémonie, ses mains ont commencé à guérir. Elle a également raconté que, lorsqu'elle était petite, elle voyait fréquemment ces créatures. Dans notre langue, nous les appelons Tsokyo. Leur présence, bien que mystérieuse, est acceptée comme faisant partie intégrante de notre existence. Elles jouent un rôle dans le maintien de l'équilibre entre le monde des humains et celui des esprits, et leur respect est essentiel pour vivre en harmonie avec la nature. Pour ceux qui sont touchés par leur influence, ces cérémonies ne sont pas seulement des traditions, mais une nécessité vitale pour leur bien-être. Mon petit ami m'a raconté cette histoire, et c'est quelqu'un qui normalement ne croirait pas à ce genre de choses ou à ce qu'il appelle les « trucs de hippie ». Mais il m'a dit que, lorsqu'il était enfant et vivait en Angleterre, il a vécu une expérience qui l'a marqué. Il se trouvait dans sa chambre, en train de faire ses devoirs, lorsque cette petite créature est entrée dans la pièce. Il m'a décrit la créature comme ressemblant à un gnome, avec une petite taille et une apparence presque caricaturale, comme sortie tout droit d'un conte de fées. Ils se sont simplement regardés pendant ce qui lui a semblé une éternité, sans bouger. Mon petit ami, alors enfant, s'est levé de sa chaise, probablement poussé par la curiosité, pour s'approcher de ce mystérieux visiteur. Mais à peine avait-il fait quelques pas que le gnome s'est enfui, se déplaçant avec une rapidité étonnante avant de disparaître littéralement dans un mur. Paniqué et perplexe, il a couru voir sa mère pour lui raconter ce qu'il venait de vivre. Comme on pourrait s'y attendre, elle a simplement ri, pensant qu'il s'agissait de l'imagination débordante d'un enfant. Elle n'a pas pris l'histoire au sérieux et l'a rapidement oubliée, comme on le ferait avec une histoire inventée pour attirer l'attention. Cependant, quelques jours plus tard, alors qu'elle prenait un café chez une amie, elle a décidé de raconter l'histoire de son fils pour s'amuser un peu, pensant que cela ferait rire son ami. Mais à sa grande surprise, son ami a pris un air sérieux et lui a répondu « Billy, mon fils, voit aussi des gnomes ». Cette révélation a profondément troublé la mère de mon petit ami. Jusque-là, elle avait balayé l'histoire de son fils d'un revers de main, la mettant sur le compte de l'imagination d'un enfant. Mais apprendre que le fils de son ami avait vécu des expériences similaires a soudainement donné à cette histoire une dimension beaucoup plus étrange et dérangeante. Comment deux enfants vivant dans des maisons différentes pouvaient-ils voir la même chose? Et surtout, pourquoi ces créatures apparaissaient-elles à ses enfants? Mon petit ami, en grandissant, a continué de douter de ce qu'il avait vu, se demandant s'il s'agissait d'un rêve ou d'une hallucination. Mais l'expérience l'a marqué à un point qu'il n'a jamais oublié ce moment, ni le regard de cette créature, ni la manière dont elle s'est volatilisée sous ses yeux. Même aujourd'hui, alors qu'il est adulte et toujours sceptique face à tout ce qui touche au paranormal, cette histoire reste gravée dans sa mémoire comme un mystère non résolu. Pour référence, je vis en Suède, un pays où les légendes et les croyances populaires sont profondément enracinées dans notre culture, même si, comme dans ma famille, la plupart des gens ont tendance à les ignorer ou à les reléguer au rang de simples contes pour enfants. Ma famille, en particulier, est très anti-religieuse et sceptique vis-à-vis de tout ce qui touche au paranormal. Nous vivons dans une maison assez ancienne, construite il y a environ 100 ans, avec tout le charme et le mystère que l'âge peut apporter. Mon père est un homme incroyablement actif, toujours à la recherche de nouveaux passe-temps pour occuper son esprit curieux. Il y a quelque temps, il a décidé de se lancer dans l'apiculture, une activité qui nous a tous pris par surprise, mais qui lui tenait à cœur. Lorsqu'on s'occupe d'abeilles, il est essentiel de disposer d'une pièce extrêmement propre pour éviter que des bactéries ne contaminent le miel. Notre cabanon dans le jardin, bien que minuscule,
semblait être l'endroit parfait pour cette tâche. La pièce est si petite qu'elle ne peut contenir que 2 personnes à la fois. Dedans, il y a un bureau avec quelques tiroirs où nous rangeons tout le matériel nécessaire pour mettre le miel en pot, comme les pots, les couvercles, les ustensiles stériles, et bien sûr, les rouleaux d'étiquettes. Un jour, alors que nous préparions les pots de miel pour les vendre, mon père devait coller des étiquettes sur chaque pot. C'était une tâche répétitive et un peu fastidieuse, mais il tenait à ce que tout soit fait correctement. Les étiquettes étaient enroulées sur un énorme rouleau, aussi large que le bras d'un adulte moyen. Nous avons travaillé ensemble pendant environ 30 minutes, lui tenant les pots et moi collant les étiquettes. À un moment donné, il a décidé de sortir prendre un peu d'air frais. Je le voyais clairement depuis l'intérieur, et il n'est resté dehors que quelques secondes. Avant de sortir, il a soigneusement posé le rouleau sur le bureau. Pendant qu'il était dehors, j'en ai profité pour vérifier mon téléphone, sans prêter trop d'attention à ce qui se passait autour de moi. Quand il est revenu, nous nous sommes préparés à reprendre le travail, mais soudainement, il m'a demandé où j'avais mis le rouleau d'étiquettes. Je me suis arrêté net, surpris par sa question. Je lui ai répondu qu'il l'avait posé sur le bureau juste avant de sortir. Pourtant, le rouleau avait disparu. Nous avons fouillé la petite pièce de fond en comble, cherchant dans chaque tiroir, sous le bureau, derrière les outils, mais il n'y avait rien. Ce qui rendait la situation encore plus étrange, c'est que la pièce était si petite qu'il était pratiquement impossible pour un objet aussi volumineux de disparaître sans laisser de traces. Nous avons même vérifié à l'extérieur, mais le rouleau restait introuvable. Cet incident s'est produit il y a environ 1 an, et il continue de me hanter. Normalement, lorsque ma famille et moi rencontrons quelque chose d'étrange ou d'inexpliqué, nous cherchons immédiatement une explication logique. Mais cette fois, il n'y en avait aucune. Il n'y avait aucun moyen pour le rouleau d'étiquette d'avoir disparu aussi mystérieusement. Et puis, il y a eu ces détails qui, sur le moment, ne m'ont pas semblé importants, mais qui, en y repensant, m'ont fait frissonner. Quelques jours après la disparition du rouleau, j'ai commencé à remarquer de petites choses étranges autour du cabanon. Des outils que nous avions rangés soigneusement dans les tiroirs étaient déplacés, parfois juste à côté du bureau, comme si quelqu'un avait fouillé à la recherche de quelque chose. Une fois, j'ai même trouvé une des petites lames utilisées pour couper les étiquettes en morceaux éparpillés sur le sol, comme si elle avait été abandonnée à la hâte. Et puis, il y avait ces petites empreintes dans la terre près du cabanon, des empreintes qui semblaient trop petites pour appartenir à un humain, mais qui n'étaient pas non plus celles d'un animal. J'ai essayé de les ignorer, de me dire que c'était simplement le résultat d'un rat ou d'un écureuil curieux. Mais au fond de moi, une idée commençait à germer, une idée qui me rappelait les anciennes légendes que ma grand-mère me racontait quand j'étais enfant. En Suède, il existe une vieille croyance en des créatures appelées les tontar ou gnomes, des esprits protecteurs de la maison et de la nature. Ils sont souvent décrits comme de petites créatures malicieuses, capables de déplacer des objets ou de jouer des tours aux humains, surtout si ces derniers n'ont pas respecté certains rituels ou ont négligé de leur laisser des offrandes. Même si ma famille a toujours été sceptique quant à ces histoires, je ne pouvais m'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, ces gnomes étaient réels. La disparition du rouleau d'étiquette, les outils déplacés, les empreintes étranges. Tout cela me faisait penser que quelque chose d'invisible mais bien réel se passait autour de nous. Peut-être que ces gnomes, ces esprits de la forêt, n'étaient pas contents de voir leur espace envahi par nos activités humaines. Peut-être que le rouleau d'étiquette avait été emporté comme une sorte d'avertissement ou de représailles. Mon grand-père était un chasseur aguerri, habitué à passer de longues heures seul en pleine nature. Il connaissait chaque recoin de la forêt qui s'étendait autour de notre village, chaque sentier, chaque arbre. Pourtant, malgré son expérience et sa familiarité avec la forêt, il a vécu une expérience qui l'a profondément marqué, au point de le rendre muet de terreur. Je ne l'ai jamais connu, ce grand-père, mais ma grand-mère, qui aimait raconter des histoires, m'a souvent partagé ce récit étrange et troublant. Un jour, alors qu'il était parti chasser comme à son habitude, il s'enfonça profondément dans la forêt, bien au-delà des sentiers habituellement parcourus. Après plusieurs heures de marche, il décida de faire une pause. Il s'assit sur une souche d'arbre, sortit un morceau de pain de sa besace, et commença à le mâcher lentement, profitant du silence apaisant des bois. C'est alors que quelque chose d'inhabituel se produisit. Tandis qu'il était absorbé dans ses pensées,
un léger tiraillement se fit sentir sur la manche de son manteau. Pensant d'abord qu'il s'agissait d'une branche ou d'un animal curieux, il tourna la tête, et ce qu'il vit le glaça d'effroi. Devant lui, se tenait un gnome, tel qu'on les décrit dans les contes populaires, avec un chapeau pointu, une longue barbe blanche et des yeux perçants. La créature n'était pas plus haute qu'un enfant, mais l'aura qu'elle dégageait était loin d'être rassurante. Mon grand-père, homme pourtant courageux, fut pris d'une terreur irrationnelle. Ce n'était pas seulement la surprise de voir une créature si inattendue, mais une peur primitive, viscérale, qui le saisit. Il se leva d'un bond, laissant tomber son morceau de pain à moitié mâché, et prit la fuite sans même réfléchir. Il courut sans s'arrêter, le souffle court, le cœur battant la chamade, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la sécurité de son foyer. Lorsqu'il arriva chez lui, il était pâle comme un linge, les yeux écarquillés de terreur. Ma grand-mère, inquiète, tenta de le faire parler, de comprendre ce qui avait bien pu se passer dans cette forêt qu'il connaissait pourtant si bien. Mais il était incapable de prononcer le moindre mot, encore sous le choc de sa rencontre. Il s'assit dans un coin de la pièce, tremblant, le regard perdu dans le vide, incapable même d'avaler le morceau de pain qu'il avait gardé en bouche. Ce n'est qu'après de longues heures qu'il parvint enfin à raconter ce qu'il avait vu. Mais même alors, il avait du mal à trouver ses mots, comme si le simple fait d'évoquer cette rencontre faisait remonter en lui cette peur indicible. Ses proches, intrigués et peut-être un peu sceptiques, décidèrent de garder ce morceau de pain mâché, comme une sorte de souvenir tangible de cet événement surnaturel. Pendant des années, il fut conservé précieusement, comme un objet mystérieux chargé d'une histoire que personne ne pouvait vraiment comprendre. Peut-être est-il encore quelque part, caché au fond d'un tiroir ou d'une boîte. Quant à mon grand-père, il ne retourna jamais dans cette partie de la forêt. Il continua à chasser, mais évita soigneusement cet endroit, comme s'il craignait de revivre cette rencontre étrange. Ma grand-mère me disait souvent que, bien qu'il n'en parlât plus jamais, elle savait que cet épisode l'avait marqué à jamais, changeant son regard sur la forêt et les mystères qu'elle abritait. Ici au Mexique, nous avons des créatures similaires que nous appelons duandes, et il y a même un musée dédié à ces êtres non loin de chez nous. Les duandes font partie intégrante du folklore mexicain, et les histoires à leur sujet sont nombreuses et variées, transmises de génération en génération. Ces petites créatures, souvent décrites comme espiègles et mystérieuses, sont connues pour interagir avec les humains de manière joueuse, mais parfois aussi troublante. Le cousin de mon mari, qui loue des cabanes aux touristes dans une région reculée, a souvent des témoignages de visiteurs affirmant avoir aperçu ces duandes autour de leur logement. Ce qui est fascinant, c'est que les histoires sont étonnamment similaires, même si les gens ne se connaissent pas et viennent de différentes parties du pays, voire du monde. Les touristes racontent avoir vu de petites silhouettes se déplacer rapidement dans les bois ou près des cabanes, toujours à la limite du champ de vision, comme si elles ne voulaient pas être vues clairement, mais cherchaient tout de même à être remarquées. Les duandes sont réputées pour être très espiègles. Une des histoires les plus étranges que j'ai entendues concernait un groupe de touristes qui, après avoir passé la journée à explorer les environs, est retourné à leur cabane pour trouver de petites empreintes de mains sur l'une des fenêtres. Ces empreintes étaient trop petites pour appartenir à un adulte ou même à un enfant, et la façon dont elles étaient disposées suggérait que les duandes s'étaient amusées avec quelque chose à l'intérieur de la cabane. En discutant avec le cousin de mon mari, il m'a raconté que ces empreintes provenaient probablement d'un incident où les duandes auraient fouillé dans les affaires des touristes, notamment dans une trousse de toilette laissée sur une table. Ils auraient trouvé une bouteille de lotion ou de gel pour les cheveux et, curieux comme ils sont, se seraient amusés avec le produit, laissant ces petites traces sur la fenêtre. Ce n'est pas la première fois que ce genre de choses se produit. D'autres visiteurs ont rapporté avoir retrouvé leurs affaires déplacées ou même manquantes, pour les retrouver plus tard dans des endroits improbables, comme si les duandes jouaient à cache-cache avec eux. Ce qui est fascinant, c'est que malgré leur comportement espiègle, les duandes ne semblent pas avoir de mauvaises intentions. Ils sont perçus comme des gardiens de la nature, des esprits protecteurs qui veillent sur les forêts et les montagnes, tout en s'amusant à jouer des tours aux humains qui s'aventurent sur leur territoire. Certains disent même que si vous laissez des offrandes comme du pain ou du lait, les duandes vous laisseront tranquilles, voire vous apporteront chance et protection pendant votre séjour. À l'exception de quelques expériences qui n'ont pas impliqué de fantômes, je ne suis pas quelqu'un qui a eu beaucoup de contacts directs avec des esprits.
J'ai 57 ans et je n'ai jamais vu de fantôme, sauf peut-être une fois. C'était probablement il y a environ 25 ans, à l'époque où je vivais seul. Mon appartement avait une atmosphère amicale, et je m'y suis toujours senti en sécurité. À l'époque, je faisais souvent des siestes. Un après-midi, je me suis réveillé d'une sieste et, en me levant pour sortir du lit, j'ai vu ce qui ressemblait à un petit homme, un peu comme un gnome, debout au pied de mon lit, entre le lit et la porte de la chambre. C'était une figure de type nain. Je ne me souviens pas de ce qu'il portait, mais il était barbu et me faisait penser à un gnome ou à un leprechaun, mais sans être habillé tout en vert. Je n'ai jamais eu d'hallucination de ce genre, et je n'en ai jamais eu auparavant. Je n'ai jamais pris de LSD, donc ce n'était pas un flashback. Comme je venais de me réveiller, j'ai pensé que c'était peut-être un tour de ma vision. J'ai donc continué à le regarder, espérant que cela se transformerait en forme ou en ombre dans la pièce qui avait temporairement pris l'apparence d'un homme nain. Mais il n'a pas disparu. La forme ne me regardait pas et ne bougeait pas du tout. Dans ma mémoire, il portait peut-être une pelle ou un seau, je me souviens qu'il tenait quelque chose, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que j'ai vraiment vu. Je n'ai pas ressenti de mal ni de bien. L'image m'a semblé très neutre. Elle était simplement là, immobile. J'ai continué à regarder, et à un moment donné, en réalisant que je n'arrivais pas à la faire disparaître en clignant des yeux, j'ai commencé à avoir peur. Je me souviens m'être entendu pousser un petit cri, pas terrifié, juste un petit cri de surprise. La forme n'est pas partie. 2 autres petits cris sont sortis de ma bouche, et enfin, elle a disparu. Elle n'a jamais bougé ni ne m'a regardé pendant tout ce temps. J'étais effrayé, non pas à cause d'un mauvais pressentiment que la forme aurait pu dégager ou d'un sentiment de danger imminent, mais plutôt parce que c'était effrayant de voir quelque chose comme ça, car je n'avais jamais vu d'apparition de ce genre auparavant. Ce qui m'a vraiment marqué dans cette expérience, c'est sa durée. Si cela n'avait duré que quelques secondes, je l'aurais probablement attribué à un jeu de lumière et d'ombre, mais le fait que cela ait duré assez longtemps pour que je sois suffisamment effrayé pour crier 3 fois, c'est ce qui a rendu l'expérience si mémorable et vivide. Je n'ai jamais rien vécu de tel depuis. Le fait que cette figure n'ait pas bougé, ne m'ait pas regardé, et qu'elle ait semblé émotionnellement neutre, et qu'il ait fallu 3 cris avant qu'elle ne disparaisse, me fait me demander si elle avait même réalisé que j'étais là. Ma meilleure amie du lycée vivait dans une magnifique maison au nord de la Californie. La propriété était entourée d'un grand jardin couvert de roses et de fleurs, avec des étangs et une vaste pelouse. Pendant l'été, nous passions beaucoup de temps dehors, profitant du jardin, souvent sur son trampoline. Un soir, alors que la nuit commençait à tomber, nous étions assises sur le trampoline, en train de discuter tranquillement. C'est à ce moment-là que, en regardant autour de nous, nous avons toutes les deux vu quelque chose d'incroyable. Un petit homme traversait rapidement la cour près de l'étang et du lampadaire. Il devait mesurer environ 30 cm de haut et, ce qui était le plus étrange, c'est qu'il était entièrement vert, comme s'il était fait d'herbe ou qu'il était camouflé par la nature. Bien sûr, nous n'avons pas pu résister à l'envie de partir à sa recherche, mais il s'est habilement caché, échappant à notre vue. Même si nous avons fouillé le jardin, nous n'avons plus jamais revu cette petite créature. Mais cette expérience est restée gravée dans nos mémoires, laissant un sentiment de mystère et d'émerveillement. Aujourd'hui, j'ai ma propre petite maison avec environ 1 hectare de terre sauvage derrière elle. Et parfois, je me demande si ces petites créatures ne vivent pas aussi là-bas, cachées parmi les arbres et les herbes. Il y a quelque chose dans l'atmosphère du lieu qui me fait penser qu'elles sont proches, veillant sur leur domaine. Je crois que cela est peut-être lié à mes origines écossaises. Il est bien connu que le folklore écossais regorge d'histoires sur les FAE, ces esprits de la nature qui habitent les forêts et les collines. Peut-être que cette sensibilité à leur présence est quelque chose qui fait partie de moi, un lien ancestral avec ces créatures mystérieuses qui nous entourent. Je n'ai pas peur d'elles, au contraire, je me sens plutôt honoré d'être consciente de leur existence, comme si elles avaient choisi de se montrer à moi, même furtivement, pour me rappeler que le monde est bien plus vaste et magique que ce que nous percevons habituellement. Je me souviens d'un jour où j'étais avec mon grand-père, à l'extérieur dans un bâtiment qui abritait un atelier, juste à côté du sauna. Nous étions en train de discuter de quelque chose en entrant dans le sauna. Mon grand-père s'est dirigé vers le poêle pour y mettre des bûches, ou peut-être pour les rangers à côté, je ne me souviens plus très bien.
Pendant ce temps, je faisais face au banc, toujours en train de lui parler. C'est alors que, sans prévenir, un petit gnome a soudainement passé sa tête par un trou dans le sol, là où l'eau s'écoule. Il m'a regardé droit dans les yeux. Cela n'a duré que quelques secondes, car je suis resté figé, silencieux, et puis, tout aussi soudainement, il a disparu. J'ai raconté ce que j'avais vu à mon grand-père, mais je ne sais pas s'il m'a vraiment pris au sérieux. Je ne savais pas vraiment comment réagir. J'étais à la fois fasciné et un peu effrayé par cette apparition. Plus tard, mon grand-père m'a parlé des gnomes qui, selon le folklore finlandais, vivent sous terre. Cela a rendu l'expérience encore plus mystérieuse à mes yeux. Je ne pense pas que c'était un rêve, car cela m'a vraiment choqué et je m'en souviens si clairement. Je ne savais pas où partager cette histoire, mais je voulais simplement en parler à quelqu'un, car ça me perturbe encore quand j'y repense. Quand j'étais enfant, nous nous réunissions avec mes cousins quelques fois par an. Ils venaient soit chez nous pour quelques jours, soit nous allions chez eux pour quelques jours. Mon cousin le plus âgé a 1 an de plus que moi, et mon autre cousin a 1 an de moins. L'histoire des gnomes s'est déroulée chez eux. Je ne me souviens plus exactement de l'âge que j'avais à l'époque, mais je devais avoir entre 4 et 6 ans. Un soir, mon cousin aîné et moi dormions dans sa chambre quand j'ai été réveillé par des chuchotements. Elle avait une veilleuse à côté de sa maison de poupée, donc je pouvais voir un peu dans sa chambre. En regardant autour de moi pour essayer de comprendre d'où venaient ces chuchotements, j'ai aperçu ce qui ressemblait à des gnomes. J'étais absolument terrifié et j'ai réveillé ma cousine pour le lui dire. Elle m'a dit de les ignorer et de ne même pas les regarder, puis elle s'est rendormie. De mon côté, j'étais mort de peur et je me suis caché sous la couverture jusqu'à ce que le soleil se lève. Le lendemain, je lui ai de nouveau parlé des gnomes. Elle m'a dit qu'elle ne les voyait qu'une fois de temps en temps, mais que mon autre cousin les voyait souvent. Étrangement, je ne crois pas que nous en ayons vraiment reparlé après cela, mais je me souviens très bien qu'après cet incident, j'avais peur d'être chez eux la nuit. Je refusais absolument d'aller aux toilettes pendant la nuit parce que j'avais tellement peur de les revoir. Je sais que la plupart des gens ne vont pas croire cette histoire, et ça me va, je n'y aurais pas cru moi-même si je ne les avais pas vus de mes propres yeux. Croyez-moi ou non, mais je sais exactement ce que j'ai vu. Il y a 2 ans, j'ai vécu une expérience que je n'arrive toujours pas à m'expliquer, et j'y pense souvent. C'était une journée tout à fait normale. Il devait être en fin d'après-midi, et la lumière du soleil déclinait, plongeant ma chambre dans une ambiance calme et un peu mystérieuse. J'étais allongé sur mon lit, en train de lire ou de surfer sur mon téléphone, quand j'ai soudainement perçu un mouvement inhabituel du coin de l'œil. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un jeu d'ombre, mais quand j'ai tourné la tête pour regarder, j'ai vu quelque chose qui m'a complètement dérouté. Sur le mur, juste à côté de la fenêtre, il y avait une petite créature qui marchait littéralement à la verticale, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle ressemblait à un gnome, avec un petit corps trapu, une barbe et un chapeau pointu, comme ceux qu'on voit dans les contes ou les décorations de jardin. Ce qui m'a le plus frappé, c'est son expression. Il semblait aussi surpris que moi de réaliser que je pouvais le voir. Pendant un instant, nous nous sommes regardés, comme 2 personnes qui se rencontrent par hasard dans un endroit où elles ne s'attendent pas à croiser quelqu'un. Puis, en une fraction de seconde, il a disparu, comme s'il s'était fondu dans le mur. C'était tellement rapide et irréel que j'ai passé plusieurs minutes à fixer l'endroit où il avait disparu, me demandant si je n'avais pas simplement imaginé toute la scène. Je n'ai pas osé en parler à beaucoup de gens parce que, honnêtement, qui me croirait ? J'ai même essayé de me convaincre que c'était peut-être un rêve éveillé ou une illusion due à la fatigue. Mais quelque chose au fond de moi sait que ce que j'ai vu était réel. Depuis, je n'arrête pas de me demander ce que c'était, et surtout, pourquoi il était là, dans ma chambre, en train de grimper sur mon mur comme si c'était la chose la plus normale du monde. Je me demande si d'autres personnes ont vécu des choses similaires. Cela s'est passé dans les années 80. Je visitais souvent la maison de ma tante où vivaient mes cousins, et elle m'a dit que si je voyais des gnomes, je ne devais pas avoir peur, ce n'étaient que des petits gars espiègles. J'étais confus et légèrement effrayé qu'elle me dise cela de but en blanc, mais après quelques heures passées là-bas, j'ai compris pourquoi.
Je voyais constamment de très petites personnes avec des barbes et des chapeaux pointus courir autour des coins de la maison. J'en ai vu un dévaler les escaliers, courir autour de la chambre de ma tante, et tourner le coin de la cuisine. Les apparitions ne duraient que quelques secondes, car il s'amusait visiblement à embêter tout le monde dans la maison et ne voulait pas vraiment se faire attraper. Ma sœur en a vu un assis sur le comptoir de la cuisine, il fixait droit devant lui sans bouger, probablement en essayant de ne pas se faire remarquer, immobile comme une statue. C'était tellement bizarre. Certains matins, ma tante disait qu'elle se réveillait et que certains meubles avaient été déplacés, comme si les gnomes les avaient poussés pendant la nuit. C'était tellement étrange. Je pense que cela avait à voir avec les fortes racines allemandes de mon oncle. J'ai lu que les gnomes viennent du vieux continent et je pense que ces liens familiaux forts pourraient avoir quelque chose à voir avec leur présence. Quoi qu'il en soit, c'était toujours une expérience intéressante de visiter cette maison. Quand j'étais jeune, peut-être 7 ou 8 ans, pendant un camp d'été, nous avons fait du camping une nuit dans une forêt située à environ 1h30 au nord de ma ville. Il y avait une règle qui stipulait que si on avait besoin d'aller aux toilettes, qui étaient hors de vue du camp, mais à seulement 3 à 5 minutes de marche, il fallait prévenir un animateur et prendre un camarade avec soi. Une nuit, je me suis réveillé avec une envie pressante. J'ai réveillé mon camarade de tente et nous avons réveillé une animatrice qui nous a dit d'y aller et de la prévenir à notre retour. Mon camarade et moi avons dû prendre le mauvais chemin, car nous nous sommes rapidement perdus. Nous étions en pyjama, avec seulement nos lampes de poche. Plus nous nous perdions, plus nous étions inquiets, errant pendant environ 15 minutes. Je savais que j'allais finir par me faire pipi dessus si je ne trouvais pas rapidement notre chemin. Tout à coup, nous avons entendu un bruit de froissement dans les buissons à côté de nous. Nous avons d'abord pensé que c'était un animal, mais le bruit persistait et devenait de plus en plus fort. Le bruit a commencé à avancer le long du chemin, et nous avons décidé de le suivre. Je ne sais pas pourquoi, mais il semblait que ce bruit voulait que nous le suivions. Les buissons étaient très épais et très hauts, suffisamment hauts pour qu'un petit enfant puisse s'y tenir debout sans être vu. Après avoir suivi ce bruit pendant quelques minutes, nous avons finalement atteint le campement. Le bruit nous avait ramenés. Je suis allé voir l'animatrice, qui avait commencé à s'inquiéter pour nous, et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle n'a pas vraiment pris ça au sérieux et m'a accompagné aux toilettes elle-même. Le lendemain, alors que tout le monde se rassemblait près des bus pour rentrer chez eux, le responsable de l'entretien du camp était là. Il m'a demandé si j'avais apprécié mon séjour, et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a commencé à sourire et m'a dit que c'était les gnomes. Il m'a expliqué qu'il y avait une communauté de gnomes dans les bois et qu'ils étaient rarement vus, mais qu'ils étaient très gentils. Ils sortaient souvent la nuit et étaient connus pour ramasser les déchets autour du campement, ce genre de choses. Il m'a dit qu'ils avaient probablement remarqué que nous étions perdus mais qu'ils ne voulaient pas nous effrayer, alors ils étaient restés cachés tout en nous guidant vers le campement. Quand je suis rentré à la maison, j'ai raconté l'histoire à ma mère, mais bien sûr, elle pensait que le responsable de l'entretien essayait simplement de me divertir. Peut-être que c'était le cas, mais ça reste une expérience étrange à laquelle je pense encore aujourd'hui. Donc, dans le ranch où ma famille vivait, ils habitaient juste à côté d'une rivière, et les autres maisons proches du ranch étaient également situées près de cette rivière car elle fournissait de nombreuses ressources. Ma grand-mère m'a raconté que ces gnomes venaient de plus haut sur la rivière, plus près de l'intérieur des terres, un endroit resté complètement inhabité pendant des centaines et des centaines d'années. C'est pour cette raison qu'ils pensent que ces créatures ont pu y vivre en paix. Ces gnomes étaient de la taille d'un petit enfant, et bien qu'ils soient espiègles, ils n'étaient pas maléfiques. En fait, il était connu dans le village que ces gnomes aimaient les enfants et jouaient toujours avec eux. Au fil des années, cela est devenu normal et, pour une raison quelconque, les gens ont simplement accepté de vivre avec et de voir ces petites créatures tout le temps. C'était une autre époque, je suppose. Mon arrière-grand-mère m'a raconté qu'elle jouait avec eux quand elle était enfant, et quand elle a grandi et eut ma grand-mère et ses sœurs, les gnomes étaient toujours présents. Ces gnomes entraient dans les maisons la nuit pour jouer avec les enfants. Une fois, ils sont entrés la nuit et ont offert des cadeaux à ma grand-mère qui était dans son berceau, car elle venait de naître. Quand mon arrière-grand-mère s'est réveillée et a vu le berceau, il y avait plusieurs pierres de la rivière autour du berceau, ainsi que des tas de terre et d'autres objets venant de la rivière.
Les gens de tout le village avaient des histoires différentes sur ces gnomes. Parfois, ils montaient sur les chevaux quand quelqu'un les montait, et même la nuit, on pouvait les entendre sur le toit, et on pouvait aussi entendre leur rire. Je ne me souviens pas que ma grand-mère m'ait dit s'ils avaient des noms ou quelque chose de similaire. Ils les appelaient simplement duand, ce qui se traduit par gnome, petits êtres ou gobelins. Quand j'ai demandé ce qui leur était arrivé et où ils étaient maintenant, ils m'ont dit qu'après quelques années, et avec les changements dans le monde, ils ont tout simplement cessé d'apparaître. Quand j'ai emménagé dans mon appartement en 2014, j'ai eu quelques rencontres inattendues avec des gnomes. Mon propriétaire prend un soin exceptionnel de son terrain et de ses plantes, et je pense que c'est ce qui attire les gnomes ici. Dès la première semaine, il s'est passé des choses étranges. Mes détecteurs de fumée se déclenchaient constamment sans raison apparente, et je voyais des ombres filer entre mes pieds. Ce n'étaient pas de simples ombres indistinctes, elles avaient une forme bien définie, avec un chapeau pointu et des chaussures semblables à celles des elfes. Ces silhouettes mesuraient environ 30 cm de haut. Au début, j'étais un peu inquiet, ne sachant pas quoi penser de ces apparitions. Voir des ombres bouger à travers la pièce n'est pas quelque chose que l'on peut facilement ignorer. Mais au fur et à mesure des jours, j'ai commencé à me rendre compte qu'ils ne semblaient pas avoir de mauvaises intentions. C'était presque comme s'ils m'observaient, comme des gardiens curieux, s'assurant que j'étais digne de vivre dans cet endroit qu'ils semblaient apprécier. Puis, au bout d'une semaine, les apparitions ont cessé. Je n'ai plus revu ces petites ombres, et les alarmes ont arrêté de se déclencher sans raison. J'aime à penser qu'ils étaient simplement en train de vérifier le nouveau locataire, s'assurant que je ne représentais aucun danger pour leur environnement. Même si je ne les ai pas revus depuis, cette expérience m'a laissé une impression durable. Il y a quelque chose de magique dans l'idée que ces petites créatures puissent exister, veillant sur les jardins et les espaces naturels, peut-être en remerciement des soins que mon propriétaire apporte à ses plantes. Il existe une théorie en ufologie appelée théorie de la distorsion, qui suggère que les visiteurs d'autres mondes et leurs engins prennent la forme de ce que vous pouvez comprendre culturellement. En d'autres termes, ces êtres et leurs vaisseaux apparaîtraient sous une forme qui fait sens dans le contexte culturel de celui qui les observe, ou qui correspond à ce que vous vous attendez déjà à voir. Cette idée m'a toujours fasciné, et récemment, elle a pris un sens particulier pour moi. Il y a quelques années, j'ai vécu une expérience qui, à l'époque, m'a semblé étrange mais que je n'ai jamais vraiment reliée à cette théorie jusqu'à maintenant. Tout a commencé lorsque j'ai emménagé dans une vieille maison, nichée au cœur d'une forêt dense. C'était le genre d'endroit qui semble sortir tout droit d'un conte de fées, entouré de grands arbres et d'une nature presque intacte. Depuis mon enfance, j'avais toujours été fasciné par les légendes de gnomes et autres créatures féeriques, peut-être en partie à cause de mes origines européennes où ces histoires sont profondément ancrées dans la culture. Dès les premières semaines après mon emménagement, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Des objets de la maison disparaissaient puis réapparaissaient à des endroits inattendus, des bruits légers mais inexplicables résonnaient parfois la nuit, et il y avait cette étrange sensation d'être observé, surtout lorsque je me trouvais seul dans le jardin, près du vieux puits en pierre. Un soir d'été, alors que je lisais tranquillement sur ma terrasse, j'ai aperçu quelque chose bouger à la lisière de la forêt. C'était une petite silhouette, pas plus haute qu'un enfant, qui se déplaçait avec une agilité surprenante parmi les buissons. Elle semblait avoir une forme humanoïde, et bien que je n'ai pu distinguer beaucoup de détails à cette distance, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle portait un petit chapeau pointu et des vêtements d'un vert vif, semblables à ceux des gnomes dans les histoires de mon enfance. Curieux et un peu intrigué, je me suis levé pour m'approcher, mais la créature a disparu en un éclair, se fondant dans l'ombre des arbres. Pendant plusieurs jours après cet incident, je n'ai cessé de penser à ce que j'avais vu. Était-ce un animal ? Un simple jeu d'ombre ? Mais plus j'y réfléchissais, plus je me souvenais des détails qui ne collaient pas avec ces explications. C'est alors que j'ai entendu parler de la théorie de la distorsion. L'idée que ces visiteurs d'un autre monde pourraient apparaître sous une forme que nous sommes culturellement prêts à accepter a immédiatement résonné en moi. Et si ce que j'avais vu n'était pas réellement un gnome, mais quelque chose d'autre, quelque chose que mon esprit avait transformé en une image familière pour rendre l'expérience moins déroutante, moins terrifiante. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo,
de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.